téléspectateurs, amis auditeurs, amis téléspectateurs, amis du web, bonjour. Nous sommes dans un cadre particulier aujourd'hui où nous recevons l'une des grandes figures du paysage politique ivoirien, Mat Amon-Ago. Beaucoup d'Ivoiriens la connaissent, de nombreux Ivoiriens la connaissent, des Africains aussi, elle est universitaire. C'est une femme qui a été vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et qui est actuellement vice-présidente du FPI en charge de la coordination des actions de libération de Laurent Gbagbo. C'est un peu dans ce cadre-là que nous la recevons aujourd'hui à des titres directs et on est très heureux d'avoir cette figure de proue de la politique avec nous. Madame Agom, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, ça va. Ça va. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Oui, pas de problème. On vous qualifie comme celle qui a aujourd'hui, on va dire, mis un peu en difficulté, en très grande difficulté, le président Afi quant à sa ligne de conduite au niveau du FPI. On est en plein dans la crise du Fonds populaire ivoirien et c'est par ça que nous commençons cette interview. Comment on peut dire que c'est moi qui l'ai mis en difficulté? Puisque c'est lui qui s'est déchargé sur moi du problème de libération de Laurent Gbagbo. C'est la Convention qui avait décidé que la libération de Laurent Gbagbo soit la priorité, sinon le seul programme du FPI. Et bon, il a créé au secrétariat général une section pour s'occuper de cette libération. Et il m'a nommé. Donc, en quoi moi je l'ai mis en difficulté? Mais aujourd'hui, on est sorti d'une conférence hier à Paris où vous vous êtes exprimé largement. Revenons un peu sur ce que vous avez dit hier et quel est le véritable problème aujourd'hui au FPI? Le problème au FPI, bon, avant que mon mari ne décède le 1er décembre, c'était qu'on allait au Congrès. Et on allait au Congrès, c'était une décision qui avait été prise après la première crise de juillet, après le remaniement, si on peut l'appeler ainsi, du secrétariat général fait par Afi Tandom, dans lequel moi-même il m'avait rétrogradé. Voilà, vous vous souvenez, il m'avait rétrogradé, mais ça fait des remous. Il y a eu des bonnes volontés qui se sont érigées en médiateurs et nous avons endossé au cours d'un secrétariat général, un secrétariat central, toutes les décisions proposées par la médiation. C'est la médiation qui a conseillé qu'il refasse un secrétariat général consensuel. C'est ce que nous avons fait. Et c'est au cours de ce secrétariat, de la mise en place de ce secrétariat consensuel, que Afi N'Guessan lui-même m'a proposé de prendre la charge de la coordination pour Laurent Gbagbo. Donc on ne peut pas dire que je l'ai mis en difficulté sur ce point. Je crois que nous sommes d'accord. Je ne suis pour rien dans la situation d'Afi N'Guessan. Maintenant, le problème d'Afi N'Guessan, c'est qu'Afi N'Guessan refuse d'exécuter les décisions prises par leur convention, qui est la structure avant le Congrès, la plus grande structure avant le Congrès. Le comité central était déjà dans ce sens. Le secrétariat général était déjà dans ce sens, qu'on fasse de l'affaire Gbagbo, la libération de Laurent Gbagbo, la priorité du Fonds populaire ivoirien. Afi N'Guessan ne veut pas. Voilà. Et ce n'est pas un problème de stratégie ni de courant. Et il veut que nous collaborons avec le régime qui est installé après coup d'État. Parce que notre régime est tombé après coup d'État. Nous n'avons pas perdu les élections normalement pour être une opposition classique. Par contre, on parle de nous comme une opposition classique. Non. Laurent Gbagbo a été bel et bien élu président de la Côte d'Ivoire selon la Constitution, selon la décision du Conseil constitutionnel et investi en belle et due forme, conformément aux lois de la Côte d'Ivoire. Et il a fait l'objet d'un coup d'État militaire au profit d'Alassane Ouattara. Donc voilà. Et le Fonds populaire ivoirien, le statut est là, je l'ai lu hier, qui rassemble, qui est un parti politique qui rassemble les hommes et les femmes épris de justice et de liberté, qui combattent toute domination à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et contre la Côte d'Ivoire. Voilà ce que c'est que le Fonds populaire ivoirien. Voici ce que disent nos statuts. Alors quand tu demandes à un parti de ce genre d'aller collaborer avec un pouvoir qui le domine, qui l'a dominé par la force, qui n'est pas... stratégie aussi pour non. Comment quelle stratégie? La stratégie ne peut pas... C'est un choix fondamental. Quand quelqu'un vient te faire la guerre,
qui t'a vaincu militairement, soit tu signes la reddition, tu te soumets, soit tu fais la résistance. C'est ce que la France a fait. L'Allemagne nazie avait battu la France militairement, mais il y a eu des résistances. Et le Front populaire ivoirien, étant déjà un parti qui est prévu, qui est conçu pour refuser toute domination de l'extérieur, puisque le coup d'État a été fait par la communauté internationale, disons la France en tête et ses alliés. Donc, le Front populaire ivoirien ne peut pas s'inscrire dans la collaboration avec l'ennemi. Est-ce que vous voyez? Donc là, M. Affi N'Guessan touchait un point fondamental de notre existence. Donc ce n'est pas un problème de courant ni de stratégie. Donc vous estimez qu'il collabore avec l'ennemi et que... Mais il a dit, c'est pas qu'il est en train de collaborer, il a dit et il a commencé à le faire sans notre avis. Par exemple, il a envoyé un représentant à la CI sans prévenir, sans en parler auparavant dans les structures. Or, c'est écrit aussi dans les statuts du Front populaire ivoirien que les décisions doivent être prises après un débat démocratique au sein des organes. On n'avait pas débattu de cela au secrétariat exécutif, ni au secrétariat général, ni au comité central. Et il allait en solo prendre cette décision. Il dénature notre parti. Nous avons pour vocation de démocratiser la Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien est le père du multipartisme, de tout le combat que Laurent Gbagbo a mené sans compromission pour qu'on reste un parti debout. Et aujourd'hui, lui, il veut faire de ce parti autre chose que ce pourquoi il a été créé. D'accord. Et en l'absence de son fondateur, président, qui justement, à cause de cet objet, cet idéal-là, est en prison. Parce que si c'était pour accepter la domination, l'arbitraire, Laurent Gbagbo aurait pu ne pas aller en prison. Il a gagné les élections. Et vous vous souvenez que depuis New Delhi, en Inde, après le lendemain de son investiture, M. Nicolas Sarkozy lui a donné l'ordre de quitter le pouvoir. Donc ça veut dire que nous sommes sous domination française. On n'a pas été décolonisés comme on le pensait. Et Laurent Gbagbo, son combat, si vous connaissez son parti, l'article 4, ce qui est écrit, en tant que militant fondateur du FPI, c'est l'objectif qu'on se donnait de lutter contre toute domination. Donc il ne pouvait pas obtempérer à cet ordre-là. C'est pour ça qu'ils lui ont proposé d'aller en exil doré. Il a refusé parce que nous, notre objectif justement, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays démocratique. Ça veut dire quoi? Que c'est le peuple qui doit choisir son dirigeant. Alors tant que ce n'est pas le peuple qui l'a déchu ou le peuple qui n'a pas voté pour lui, il ne peut pas quitter le pouvoir que le peuple vient de lui remettre. Vous comprenez? Et c'est dans l'objectif de garder cette ligne-là qu'il est en prison. Alors vous trouvez normal que son remplaçant nous invite à l'abandonner. Donc on aurait adhéré au Front populaire ivoirien. Et puis aujourd'hui, où le président fondateur, pour respecter l'idéal commun que nous lui avons promis, et nous avons tous adhéré parce que nous croyons en cet idéal, on l'abandonne en cours de route. D'accord, justement en parlant du président. Donc c'est pas, donc vous retenez bien, donc c'est pas une histoire de stratégie ni de courant. Affi N'Guessan a touché à un point fondamental de l'existence du FPI, de la nature du FPI, de l'objet du FPI, de l'idéal du FPI. Il a trahi donc. Enfin, ce n'est pas une trahison, il veut porter à peine tuer cette partie, c'est-à-dire le dénaturer. C'est-à-dire en nous invitant à aller faire la collaboration, à aller nous soumettre à abandonner la posture de résistance, on n'est plus FPI. Est-ce que vous comprenez? Or, c'est une adhésion volontaire d'hommes et de femmes. Et voilà, tous ceux qui ont adhéré volontairement ont montré. La base, vous voyez comment la base réagit. Ok, on va justement parler donc d'un volet assez important de votre mission, c'est la libération du président Laurent Gbagbo. Vous revenez de la haie? Oui. Vous l'avez vu le président Laurent Gbagbo? Oui. Il va bien? Oui, ça va. Disons, comment va-t-il? Ça va. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails de la visite ou bien ça relève? Non, ça relève des structures.
Oui, mais la polémique, vous revenez de la haie, il y a une polémique sur les différents documents qui sont... Ah non, si c'est pour parler d'un point précis, je peux vous... Voilà, il y a des documents qui ont porté sa signature, Quel qui sont document? contestés. Dites, posez bien clairement votre question et je répondrai. Sa lettre de candidature, d'abord la question qu'on aurait dû vous poser, hein, c'est les téléspectateurs m'en voudront si je ne la pose pas. Est-ce que Laurent Gbagbo est candidat président du FPI? Par rapport à quoi? Il est candidat, est-ce qu'il a envoyé une lettre pour dire... Non, est-ce qu'il est candidat à la présidence du FPI? Non, je n'aime pas cette question. Demandez, est-ce que Laurent Gbagbo a envoyé... Ah oui, mais il faut que je redresse d'abord, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Est-ce que M. Laurent Gbagbo a envoyé un courrier notarié, un acte notarié, pour dire qu'il accepte la candidature qu'on lui a proposée d'être président et d'être candidat à la présidence du Front populaire? C'est ça la question. Question ainsi reformulée par vous, mais qui rejoint la mienne. Voilà, c'est voilà. ça. Oui. Si c'est ça, oui. Il m'a même montré. Il me dit, voici, dans la table, on était à cette table-là. Voici mon notaire, il était assis et l'envoyé du notaire était là. Mon avocat était là. J'étais assis là quand j'ai signé. Et quand j'ai lu, comme c'est du néerlandais qu'ils ont traduit, bon, j'ai vu quelques petites fautes. C'est ce que j'ai corrigé au bic que vous avez vu là, avant de signer. Donc, sa lettre de candidature est authentique. Authentique. Donc, il m'a même demandé, comment se fait-il que vous, une lettre, une signature certifiée devant le notaire, vous contestez cette signature? J'ai dit, ah, moi aussi, c'est la première fois. Je suis professeur de droit, mais c'est la première fois. Et que je trouve cela très grave. Parce qu'en ce moment-là, j'avais perdu mon mari. Donc, j'étais un peu en retrait, j'apprenais ces nouvelles. Et je me disais que c'était très grave. Très grave. Est-ce que la prison de Laurent Gbagbo peut diriger le FPI? Est-ce que le parti en lui-même a des éléments nécessaires qui permettent à un président absent de diriger? Afi était en prison, mais il était toujours président du FPI. On avait mis un intérimaire. Oui ou non? Le mandat d'Afi est fini depuis 2003. Et parce que depuis 2003, parce qu'il a été élu en 2001. Il a été élu pour 3 ans, n'oubliez pas. Mais le contexte social, le contexte délétère de l'époque a fait que, par consensus, au comité central, c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui prend on a décidé de le reconduire. Donc il est hors mandat là. Il est hors mandat. C'est ce que les gens oublient, il est hors mandat. Ça fait 13 ans, plus de 13 ans qu'il est là, alors qu'il a été élu pour 3 ans. Si on est si formaliste sur les textes, il ne serait pas là. Et ces partisans disent que vous avez peur de l'affronter, que vous prenez... Mais pourquoi? Qui a suspendu maintenant le Congrès? Oui, mais justement, c'est parce que... on a peur de l'affronter, tout ça. Pourquoi faire des supputations? Oui ou non, Laurent Gbagbo a accepté notre candidature. Et il m'a dit clairement qu'il a accepté parce que Afi est en train de dénaturer son parti. C'est tout. Ils étaient 5 quand ils fondaient ce parti. Il m'a cité les personnes. C'est ce qu'il m'a dit. Le jeudi à la haie. Juste pour en continuer dans ça, c'est ce qu'il m'a dit. Oui. Voilà. Madame la vice-présidente. Qu'il a accepté. J'ai dit, président, ne parlez pas. On a tous vu, on a lu votre lettre. Vous avez expliqué correctement pourquoi vous avez accepté. Voilà. Nous sommes avec Madame Amon Agoma, députée ivoirienne. Elle a été vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Première vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui a même eu à diriger des débats dans cette assemblée. Elle est surtout la vice-présidente du FPI en charge de la coordination de toutes les actions pour la libération de Laurent Gbagbo. C'est elle qui est face à notre objectif direct de ce jour. Madame la présidente, nous allons continuer un peu sur ce volet-là. Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas, vous, la nette impression que vous êtes face à un deuxième échec? Vous perdez le pouvoir, la manière que tout le monde entier aujourd'hui maîtrise, sait, et vous n'arrivez même pas aujourd'hui, encore une fois de plus, à faire la cohésion au sein de votre propre parti pour aller vers l'objectif qui est éventuellement de reprendre le pouvoir d'État que vous avez perdu par la faute des armes et vous livrez encore à l'opinion une bataille qui, ma foi, donne du grain à moudre à vos détracteurs, puisque le FPI est incapable d'assumer les charges, puisqu'il n'arrive même pas lui-même à se co-gérer ou bien à se gérer. Il ne faut pas voir le problème sous cet angle. Vous avez bien dit que nous avons produit le pouvoir par les armes.
Mais la guerre n'est pas terminée. Ceux qui nous ont déchus du pouvoir par les armes savent qu'ils n'ont pas gagné la guerre. Ils ont gagné que la bataille militaire. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que la guerre, c'est de nous soumettre. Or, dans notre pensée, nous sommes encore libres. On a résisté jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc, ils continuent de nous faire la guerre. Les comptes gelés, les emprisonnements, les bastonnades, rien n'y fait. Nous continuons toujours la résistance. Nous continuons toujours de réclamer la libération de Laurent Gbagbo. Nous continuons toujours de nous dire que nous sommes FPI. On a vu certains, dès que le président est tombé, ils ont commencé à aller se soumettre, à faire allégeance à celui qui a fait le coup d'État. Hein? Je vous faites un petit clin d'œil en arrière. Et le parti volait presque en éclats si ça avait continué un peu longtemps. C'est ça qu'on appelle l'échec, parce que les gens quittent le parti. Or, au FPI, c'est le contraire. Après le 11 avril, là, le premier appel, la salle était pleine. D'autres même n'habitaient même pas chez eux, ils sont dans des maisons clandestines, mais ils viennent à la réunion. Et en ce moment-là, que Coulibaly Mamadou voulait justement changer même l'étiquette FPI, refaire un congrès pour prendre la présidence et puis donner une nouvelle orientation au FPI. Ils ont eu le courage des militants de dire non. Donc vous voyez, donc il n'y a pas échec. Il n'y a pas échec, puisqu'on n'a pas abandonné le combat. Nous sommes un parti de combat, un parti qui refuse la domination, on continue. Donc ce n'est pas échec. Maintenant, c'est en notre sein même que la tête vient chercher maintenant à nous soumettre. Mais nous sommes le corps, on dit non encore. Donc on est en combat toujours. C'est la même guerre qui continue, mais cette fois-ci, en prenant comme ils ne viennent plus directement, mais ils nous opposent à la tête même de le président de notre parti qui vient à la tête. Donc on est en combat, ce n'est pas un échec. On est en combat et il n'y a pas d'échec puisque AFI n'arrive pas à nous soumettre. D'accord. Voilà. Il y aurait eu échec si AFI avait réussi à nous soumettre à l'adversaire, c'est lui qui nous combat. Est-ce que vous comprenez? Donc on n'a pas terminé puisque AFI n'a pas encore réussi. Donc il n'y a pas d'échec. Contrairement à ce que vous pensez, si il avait réussi, on s'était tué, qu'il nous a alignés au pouvoir en place, là il aurait eu l'échec du FPI. La mort même du FPI. Et ils auraient gagné maintenant leur guerre. D'accord. Voilà. Il ne s'agit pas d'exister de non. Il ne s'agit pas d'exister de non FPI, mais si l'objet pour lequel tu existes n'existe plus, tu ne fais plus la fonction. Tu es né pour nager, si tu ne nages plus, tu n'es plus ça. Tu n'es plus toi. Est-ce que vous comprenez? On va aborder juste dans la ligne droite de cette émission, parce que nous n'en avons que 25 à 30 minutes d'antenne. On va aborder une question assez particulière, surtout au niveau de l'insécurité à Abidjan. Peut-être ça fait partie des 2 ou 3 dernières questions sur lesquelles nous allons discuter. Okay. Tout récemment, il y a eu ce phénomène d'enlèvement d'enfants qui a créé une psychose partout en Côte d'Ivoire. On n'a pas tellement vu la réaction du FPI, sans doute englué dans ces problèmes internes. Mais vous, en tant que citoyen ivoirien, en tant qu'élu, et surtout en tant que responsable politique, quel est votre point de vue là-dessus? Bon, parce que on nous a dit que la Côte d'Ivoire a un indice de sécurité comparable à celui de Genève. Selon ce que les dirigeants nous ont dit. Moi, l'histoire d'indice de sécurité, ça ne me préoccupe guère. Je sais que des milliers, des dizaines d'Ivoiriens sont enlevés. Parfois, il y a beaucoup qu'on ne retrouve pas, de nos concitoyens depuis le 11 avril, qui crèvent en silence dans des sous-sols. Près de, je crois, 500 sont en prison sans jugement, des jeunes gens et tout. La vie ne compte pas en Côte d'Ivoire. Sinon, pour une élection, on demande à recompter pour les résultats contestés par la communauté internationale, parce qu'aucun Ivoirien n'a contesté les résultats donnés par le Conseil constitutionnel. Ça, il est bon de le rappeler à tous.
c'est la communauté internationale qui a contesté ces résultats avant que M. Alassane Ouattara, en tant que candidat, même donne du temps. M. Sarkozy a parlé avant Alassane Ouattara. Et nous avons fait un document au CNRD qui retrace la chronologie des faits pour qu'on voit que la crise a été créée artificiellement. À partir de ce moment-là où des milliers de vies ont été sacrifiées, pour moi, ils sont toujours dans la même logique. Hein. Et ça, peut-être, parce que vous savez que ces enfants qui sont enlevés, ou même ces personnes adultes qui sont enlevées, on leur enlève des organes. Ça, c'est le problème de culte aux démons. Et ça, c'est pas politiquement qu'il faut en parler, c'est par rapport à ma foi. Vous allez dire que je viens vous faire l'évangélisation. Donc, si vous voulez, on laisse tomber ça. Parce que si tous croyaient en Jésus-Christ, qui a versé son sang pour sauver tout le monde, on n'allait pas avoir ce genre de sacrifices-là. Parce que ça, ce sont des rituels démoniaques. Voilà. Autre question, véritablement, qui nous a préoccupé l'esprit ces derniers temps, et on ferait bien d'en parler avec vous, c'est que Laurent Gbagbo est revenu dans le débat au Nigeria, le débat politique nigérian. Obasanjo a accusé Goodluck de faire comme Laurent Gbagbo, c'est-à-dire de vouloir organiser des élections qui seraient sûres de gagner. Je vais dire aujourd'hui, que pensez-vous de cette sortie de l'un des médiateurs de la crise ivoirienne qui plus a géré pas mal d'entités, on va dire, d'intégration africaine et qui a été dirigeant d'un grand pays comme le Nigeria? Par respect pour le peuple d'Afrique, je ne voudrais pas me prononcer sur leurs dirigeants. Ils dirigent plus le Nigeria? Oui, leurs propos même, tous ce qu'ils ont fait dans la crise ivoirienne. Permettez-moi, par respect pour les peuples, parce qu'il faut bien distinguer les peuples des dirigeants. D'accord. Ok, nous allons donc conclure cet entretien. Oui. Merci de nous l'avoir accordé. Mais on peut ramasser un peu au moment où vous êtes en train de faire peut-être vos valises pour retourner soit à La Haye ou à Abidjan. Vous retournez à Abidjan ou à La Haye? Je vais à La Haye, mais après, c'est le lendemain, vous repartez à Abidjan. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes contente de votre séjour? Est-ce que vous repartez requinqué? Et quelles sont éventuellement, si vous voulez, votre feuille de route? Quelle est votre feuille de route au moment où vous allez dire au revoir à l'Europe et sans doute à celui qui est votre principal mandataire? Un combattant, il est toujours en marche, en mouvement. Ou parfois il a des retraits stratégiques, mais il est toujours en marche. Donc, il ne parle pas de satisfaction tant que le combat n'est pas terminé, qu'il n'a pas la victoire totale. Mais je peux dire que les objectifs que je visais en venant à Paris ont été atteints. On m'a chargé de coordonner la libération de Laurent Gbagbo. J'avais déjà donné mon programme au président Affi N'Guessan à l'époque. Le premier acte, c'est d'aller rendre visite aux concernés. Ça fait partie des actes nécessaires de ma mission. Et d'ailleurs, je me souviens, quand il me consultait pour me nommer, il a dit, toi tu peux voyager, il me semble. Je dis oui. Parce que vous savez, hein, beaucoup ont des mandats ou bien sont en liberté provisoire, donc ils ne peuvent pas. Voilà, voilà. Donc il a dit, toi, pour l'instant, tu n'es venu, oui. Il dit, ok. Donc c'est bon. C'est comme ça qu'il m'a confié. Donc je me devais, pour première tâche, d'aller rendre visite. J'ai fait la demande il y a longtemps, mais bon, c'est maintenant que j'ai pu obtenir l'autorisation. Et les camarades de la diaspora, de Paris notamment, tous voulaient me rencontrer quand on m'a nommé. Je leur ai dit non, avant de vous rencontrer, il faut que j'aille voir d'abord le concerné. Le jour où j'irai le voir, je ferai un tour pour venir vous voir. Bon, à cette époque encore, j'aurais peut-être duré, passer un peu plus de temps avec eux, peut-être même voir dans d'autres pays. Mais bon, aujourd'hui, le contexte n'est pas le même. Moi-même, je sors d'un deuil. Voilà, et puis le contexte du FPI non plus, parce que Affi qui m'a nommé, regardez maintenant, il a un combat interne, il n'y a plus de réunions, je ne peux rendre compte à personne. Là, je suis venu en solitaire. Hein. Voilà, c'est certain, quand ils ont appris que je partais, qu'ils m'ont appelé, ah, il paraît que tu t'en vas. J'ai dit oui, mais bon, je n'ai même pas encore eu le visa, bref,
ça a été un peu fait, tout ça. Madame la vice-présidente, juste une question Boissou avant de boucler véritablement. Donc, la question des élections au FPI n'apparaît même pas dans votre langage ni dans votre stratégie. Pour vous, 2015, on n'en parle pas, quoi. Alors que, bon, on s'est dit... La question, pourtant, 2015, pour moi, 2015-2010, c'est la même chose. Puisque nous sommes dans un problème d'élection. Nous avons gagné une élection, on nous l'a contesté par les bombardements. Et nous continuons de dire que nous avons gagné cette élection. Personne ne nous écoute. Pourquoi voulez-vous que je me préoccupe d'une autre élection, puisqu'on ne veut pas de nous? Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne peux pas en parler. J'ai autre combat à mener, puisque depuis qu'on nous a éjectés, on nous a... moi, je cherche donc, en 2015, le FPI va pas... Non, c'est pas une histoire de date. Ou de 2015, le FPI ne va pas aux élections. Quand nous, on avait été élus en 2000, c'était en 2005 qu'on devait refaire les élections. Mais c'est le contexte qui a fait que c'est en 2010 que les élections ont eu lieu. Donc nous, on est dans un contexte où on ne parle pas les dates. Nous sommes dans un contexte où nous voulons qu'on pose le problème des résultats des élections en Côte d'Ivoire. Qui doit donner les résultats qui doivent être acceptés? Et qui doit accepter? Est-ce le peuple ou la communauté internationale? Donc, en d'autres termes, qui désigne le président de la République en Côte d'Ivoire? Est-ce la communauté internationale ou le peuple de Côte d'Ivoire? Parce que si vous regardez les deux décisions du Conseil constitutionnel, la première décision du Conseil constitutionnel qui déclare Laurent Gbagbo élu, je ne sais pas si vous avez eu ce document en votre possession, hier il y en avait dans la salle, on a mis ici le tribunal du peuple siégeait. C'est dit les chiffres et tout. Le Conseil constitutionnel a cité toutes les lois normalement et a proclamé élu. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on est président de la République que quand on a été élu suite à un suffrage. Et que ce suffrage a été vérifié, corrigé par le Conseil constitutionnel, validé par le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça que Laurent Gbagbo a été élu. Mais si vous lisez la deuxième décision qui a eu lieu en mai 2011, qui proclame, dans cette décision pour proclamer Alassane Ouattara, d'abord ils ont mis proclamer président de la République. Ils n'ont dit nulle part qu'il a été proclamé élu. Et le Conseil constitutionnel dit bien que, parce que la communauté internationale dit que c'est lui qui a été élu, donc je le proclame président. Et la communauté internationale même, dans ses documents, dit, en raison des documents en notre possession, ne cite aucun document, c'est Alassane Ouattara qui est élu. Quel document en leur possession? Y a-t-il un document autre que les urnes, les résultats des urnes pour proclamer? Donc, c'est dramatique. Donc, moi j'estime que tout Ivoirien digne de ce nom ne devrait même plus parler d'élection tant qu'on ne résout pas ce problème. Parce que c'est pas encore nous entraîner dans les morts. Nos vies ne comptent pas alors, chers frères Ivoiriens. D'accord. Mais oui, parce qu'on ne se soucie pas de ça. On se soucie des candidatures, de ceci ou de cela. Mais les résultats, ou bien ils ont accepté déjà qu'ils ne sont pas indépendants. Donc, vous êtes tous candidats, mais celui que la communauté internationale aura accepté en fin de compte, c'est celui-là qui sera l'élu. Auquel cas, moi je propose qu'on revienne à l'ancien système colonial où ils nommaient les gouverneurs directement. Ça vaut mieux. Et même après l'indépendance, c'était écrit dans notre constitution que les députés devaient être élus, mais on fait les nommer par son parti politique. Ça aussi, on a bien fonctionné. Ça a évité les troubles, ça a évité les morts. Alors, où le peuple accepte cela, on fait, mais sinon on n'est pas un peuple, hein, si on subit seulement ce que les dirigeants disent. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, il est temps qu'on prenne notre destin en main. D'accord, Madame la Vice-Présidente, je rappelle à tous les téléspectateurs que nous étions avec Madame Amon Agomat dans cet objectif direct qui s'achève maintenant dans ce local où elle a pris ses quartiers durant son séjour européen.
comme elle vous l'a dit dans cette émission, elle retourne tout à l'heure à La Haye et juste après ça, elle déroulera son agenda pour coordonner toutes les actions et mouvements pour la libération de Laurent Gbagbo. On a été content d'être là, de parler avec cette grande dame de la politique africaine et surtout ivoirienne. Je rappelle qu'elle était vice-présidente, première vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et qu'elle compte encore revenir un jour dans le débat politique de son pays. Nous, on a été très heureux d'être avec vous. Bon pied la route, comme on le dit au Cameroun, Madame la Présidente. Merci. Et à bientôt devant nos caméras et devant nos nagrants encore une fois de plus. Merci. Au revoir et puis on se retrouve prochainement sous la caméra de Pierre Tau. Merci. Merci.